Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Bonjour Bonjour. Thomas, bonjour Camille, bonjour Pierre, bonjour Bonjour. Chloé. Bonjour le public. Alors je vais mettre un petit mot dans le chat. Bonjour. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, avec un petit mot dans le chat. Parfait, je vois que lui c'est en train de taper. Pam pam pam. Je fermer ma box. Test 1, 2. Parfait. Bonjour Luisa. Très bien, très bien. Eh bien, bienvenue pour ce nouveau webinaire en compagnie du coup de 3 freelances qui sont dans notre communauté et de Chloé. Du coup, on va faire des petites présentations. Donc, Thomas, il est expert en gestion de projet, en transformation opérationnelle avec plus de 20 ans d'expérience et avec des rôles comme chef de projet, directeur de programme, PO, gestion de produits aussi et coach agile. J'ai fait un petit peu un Yes. copier-coller du LinkedIn, mais on te Yes. laissera après Bien. te présenter un peu plus. Du coup, Pierre, qui est aussi product manager, qui du coup, tu as vécu aux États-Unis. Tu as plus de 8 ans d'expérience déjà en tant que PO, mais en tant que freelance, tu t'es lancé depuis à peu près un an. Et du coup, justement, en France, tu es revenu. Donc, on peut dire que tu es encore un peu nouveau dans ce nouveau monde du freelancing. Et Camille, qui est en mission chez nous. Une mission, en plus, c'est pour l'anecdote, c'est une mission en full remote, car le client, il est à Grenoble. Et encore la petite anecdote, c'est que tous les trois, vous êtes de Lille. Donc, c'est assez marrant comme coïncidence. En plus, on va faire un focus pendant le programme pour parler justement de trouver des missions en région, c'est quoi les challenges qui changent par rapport à ce qui se fait à Paris. Donc, merci à tous les trois d'être là aujourd'hui avec nous. Est-ce que Chloé, tu veux te faire une petite présentation aussi? Bah oui, je vais me présenter. Du coup, moi, c'est Chloé. J'ai rejoint Comet il y a 5 ans. Je suis VP de la Freelancer Agency. Donc, je m'occupe de toute l'équipe, la merveilleuse équipe qui s'occupe de la communauté de freelance Comet. Donc, on est plus de 15 000 aujourd'hui. Donc, ça commence à faire beaucoup. Mais surtout, on a créé une nouvelle équipe depuis 2 ans, je dirais maintenant, une équipe d'agents de freelance donc c'est assez nouveau sur le marché. Qui sont comme voilà le même modèle que les agents de sport, les agents comment dire de stars. C'est la même chose, le même modèle, c'est-à-dire des personnes qui vont venir chouchouter leur portefeuille de freelance par spécialité et faire en sorte de vous rendre heureux en mission et surtout qu'on multiplie les chances ensemble d'avancer d'une mission à une autre via Comet. Voilà. Parfait. Pour ma part, je m'occupe des programmes communautaires justement pour la communauté des freelances. Et dans ce cas, du coup, je m'en charge aussi des partenariats, et ce depuis 2020. Donc, j'en profite pour mettre le programme dans le chat, tac, comme ça tout le monde l'a. On a aussi du coup 2 sondages en attendant que tout le monde arrive dans l'onglet sondage, donc n'hésitez pas à répondre. La première question, c'est quel est le domaine dans lequel vous travaillez? Est-ce que vous travaillez dans la tech, dans la data, le marketing? Déjà, est-ce que vous voyez bien les sondages? Peut-être aussi parmi les présentateurs, vous le voyez bien? Mhm. Moi, oui. Parfait. Yes. Et l'autre question, c'est est-ce que vous êtes déjà en freelance? Pas encore, oui, ou depuis un moment. Donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat, enfin dans les sondages. Justement, quelques règles avant de commencer et rappel. Donc, on a l'onglet chat dans lequel vous pouvez justement réagir. On a l'onglet sondage et on a aussi l'onglet questions. Donc aujourd'hui, le programme est assez dense. En plus, on a trois speakers. Donc, pour essayer de faire le plus organisé, on vous demandera de poser vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, en fait, il y a un système de vote dans lequel vous pouvez voter pour la question s'il a déjà été posé. Et comme ça, on pourra prendre à la fin les questions avec le plus de temporalité. Voilà pour nous. Alors, du coup, pour commencer, avant de commencer, du coup, je vous invite à vous présenter un peu plus avec vos mots. Du coup, est-ce qu'on peut commencer avec Thomas? Ouais, t'as déjà quasiment tout dit, Louis. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la gestion de projet. Et en termes d'indep, ça va faire 10, 12 ans que je suis indep avec un statut profession libérale. Donc, j'ai pas la SAS, j'ai pas la SARL, je suis EIRL. Voilà. Parfait. Et je passe la balle à... Allez, Camille, vas-y.
Merci. Pour le coup, pour la faire assez rapide sur moi, moi je suis un profil qui est assez récemment sorti d'études. Sur le principe, j'ai obtenu mon master en informatique il y a 2 ans. Mais en fait, ça va faire 5 ans que je suis dans le monde du freelance. Et, initialement, c'était une petite activité secondaire. On m'a proposé d'intervenir sur une mission en tant que développeur full stack. Et par du bouche à oreille, j'ai enchaîné les missions et j'en ai fait mon activité à temps plein après mes études. Donc, ça fait sur le principe 5 ans que je suis développeur full stack et j'interviens un peu dans divers types de structures. J'étais lead développeur chez Midas et aujourd'hui, je suis développeur full stack dans une petite startup grenobloise. Parfait. Et Pierre? Bonjour à tous. Moi, comme tu l'as dit, Louis, j'ai fait quasiment toute ma carrière aux États-Unis et je suis entré récemment en France. Et je suis aussi un nouveau freelancer. Je me suis lancé récemment là-dedans parce que je connaissais pas vraiment les entreprises en France, le monde du travail. Je me suis dit, c'est le bon, entre guillemets, la bonne transition entre être aux États-Unis, une carrière aux États-Unis et en France. Donc, ça me permet justement de toucher un peu à tout, de découvrir plusieurs entreprises. Ouais, c'est aussi quelque chose qui est nouveau pour moi. Donc, j'ai aussi une expérience très récente dans ce domaine. Mais oui, comme tu l'as dit, je suis product manager. J'ai travaillé vraiment sur beaucoup de produits qu'on peut imaginer en Californie, dans la Silicon Valley. Voilà pour moi. Parfait. Du coup, on va enchaîner directement avec la première question. C'est quels avantages et défis sont liés du coup justement au statut du freelance. Donc par rapport à votre vécu, qu'est-ce qui a été difficile quand vous êtes lancé et justement qu'est-ce que vous a motivé à vous lancer aussi dans un premier temps. Donc on peut enchaîner avec Pierre. Oui, du coup, je peux continuer un peu sur mon idée. Pour moi, l'idée de me lancer en freelance, c'était comme je l'ai dit, c'était un peu de pouvoir toucher à tout, de pouvoir faire des missions dans différentes entreprises, dans différents domaines aussi, que ça soit de l'industrie, que ça soit du retail, que ça soit de la banque. Donc, qui me permet un peu de toucher à différents projets, différentes industries, différentes entreprises de petite taille, de grande taille. Donc, c'était un peu ça aussi l'avantage pour moi. C'était de pas être embauché directement dans une entreprise, être entre guillemets un peu bloqué ou de travailler sur des choses, la même chose pendant longtemps. Donc, c'était pour moi l'avantage numéro 1 en transition de pouvoir justement toucher à tout. Après, l'un des défis, c'est nouveau, il faut pouvoir trouver l'émission, il faut pouvoir un peu trouver son réseau, etc. Mais voilà pour moi l'avantage numéro 1 qui m'a poussé à me lancer. Est-ce que Thomas, tu te retrouves un petit peu dans les mêmes motivations? Ouais, je plus sois Pierre, moi ce qui me plaît c'est l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire que quand on est indépendant, on peut dire tiens cette techno-là, cette méthode-là, ça m'intéresse et du coup j'ai envie de me former. C'est vrai que quand on est salarié, parfois on a tendance, on pose la question à son boss. Et puis, si c'est dans la politique de la boîte, ça passe. Puis des fois, il faut attendre. Et puis, en fait, le fait d'être indépendant, ça vous rend tout de suite autonome et maître un petit peu de ça. Et moi, alors, je pense que ça a beaucoup évolué, mais moi, ce qui me convenait plus dans le fait d'être salarié, c'était que parfois, on nous prenait un peu pour des enfants. C'était un peu materné. Et du coup, j'ai trouvé moi dans la relation indépendant et client une relation de partenaire, c'est-à-dire que si vous êtes indépendant, la personne qui vous a engagé pour faire une mission, elle vous considère comme étant un partenaire. Elle n'a pas à s'occuper de votre management, elle n'a pas à s'occuper de votre carrière. Et donc, je trouve que les relations qui sont entre un indépendant et son client sont ce que j'appellerais des relations entre grands garçons, grandes filles, c'est-à-dire qu'on sait, on se dit les choses. Il y a beaucoup moins de subjectif dans une relation et du coup, je la trouve beaucoup plus enrichissante pour moi, épanouissante, parce qu'elle est fondée sur des choses qui sont un peu plus directes que des fois du management parfois qu'on a pu connaître. Alors encore une fois, ça a évolué beaucoup, mais moi quand j'ai quitté, c'est parce que voilà, je supportais plus cette espèce de hypocrisie managériale parfois et j'ai préféré me lancer dans des relations qui étaient plus concrètes. Voilà.
Et aujourd'hui, du coup, par rapport aux questions aux missions que tu as fait dernièrement, donc tu retrouves à chaque fois ce nouveau rôle, pas rôle, mais vraiment comportement et relation avec justement les gens les clients. Ouais, avec tout, avec aussi une équipe commerciale, c'est-à-dire que vous êtes quelque part, on vous place dans la position d'un partenaire, un partenariat, ça se fait à deux, même avec un commercial, quand on discute, quand on est en ESN, le commercial, il sait qu'il doit placer des gens qui font partie de la boîte avec une relation indépendante, on travaille en partenaire. Donc, il y a des affinités qui peuvent se faire. On peut effectivement se faire confiance et développer une culture de voilà d'entente avec d'autres des sociétés commerciales. Mais encore une fois, ça reste des discussions qui sont, enfin, que moi je trouve, sont beaucoup plus riches que parfois ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut voir sur certains salariés, enfin la façon dont certains salariés sont managés. Voilà. Mhm. Est-ce que Camille, du coup, tu partages cet avis maintenant que tu as fini les études et justement tu as démarré les missions? Ah bah, pour le coup, je partage totalement l'avis de Pierre et de Thomas. Je suis complètement raccord. Aujourd'hui, quand tu te lances en freelance et quand tu es freelance, tu as vraiment le mot à dire, finalement ton mot à dire sur ce que tu veux et pouvoir l'exprimer finalement avec le potentiel client. Là où ça, les ESN finalement sont dénigrés pour ça. Euh, Toutes ne sont pas, faut pas généraliser, mais généralement c'est vrai que l'idée c'est de proposer un consultant chez le client et, euh, et moi, je connais pas mal de personnes qui ont travaillé en ESN et où on leur a dit, bah voilà, j'ai une mission à te proposer. Et finalement, les personnes, ça leur plaisait pas du tout, c'était pas du tout raccord. Et finalement, euh, le fait d'être freelance, c'est le fait de pouvoir dire aussi non à ça. Moi, je veux vraiment quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Je veux travailler sur tel techno, je veux travailler sur divers types de projets ou d'entreprises finalement, des entreprises qui travaillent dans un secteur particulier. Et on a ce mot-là à dire. Et ça, c'est ce qui est vachement intéressant avec le statut de freelance. Si je peux me permettre aussi, je rebondis sur ce que vous dites, effectivement, et nous on le voit chez Comet. Je pense qu'il y a une notion un petit peu qui est parfois oubliée dans l'Eldorado du freelancing, c'est le fait de se professionnaliser en tant que freelance au-delà de son expertise. C'est une posture qui est quand même à part entière, qui demande une certaine maturité, je pense, pour établir vraiment cette vraie relation de partenariat. Nous, justement, en tant que Comet, on est là en intermédiation et on accompagne justement sur tout un tas d'aspects sur lesquels les freelances n'ont pas forcément envie de s'investir. Mais il n'empêche qu'arriver en mission, finalement, c'est à vous de créer du coup ces relations de partenaires. Et du coup, ma question, c'est comment vous avez réussi, si c'est comment dire, si vous vous l'êtes déjà dit, parce que je pense que c'est aussi quelque part très naturel et c'est lié aussi à chacun son vécu, son expérience, etc. Mais à vous professionnaliser en tant que freelance pour établir ces relations de partenaires en fait avec vos clients. Et comment ça se matérialise, quoi? Si je peux me permettre, pour moi, c'est un peu ce qu'a dit Thomas, c'est aussi l'honnêteté, être franc, voilà ce que je peux amener, amener autour de la table, voilà mes compétences, et puis après, c'est à force justement d'établir ces relations, la qualité du travail aussi, qui fait que on commence aussi soi-même à se construire et puis on construit un peu cette relation. Mais comme l'a dit Thomas, je pense que c'est dès le début avoir cette conversation ouverte, vraiment ne pas hésiter à dire les choses, le dire aussi si ça me va, comme a dit aussi Camille, si la situation ne convient pas, la mission ne convient pas, le dire tout de suite aussi, être ouvert sur la chose qui aussi crée cette relation de confiance au final entre deux partenaires. Moi, je mettrais, il faut se mettre dans l'attitude que les gens qui sont en face de vous ne vous doivent absolument rien. Donc, comme disait Camille, quand tu es en ESN, le commercial, il n'a pas de choix que de te placer parce que tu fais partie de la société, des effectifs et qu'il ne veut pas que tu restes en intercontrat. Quand tu es indépendant, la personne qui est en face de toi, qui est commerciale, te doit absolument rien. Alors, en fait, c'est une collaboration et elle est basée sur des compétences et sur un intérêt commun. Donc, c'est sûr que cette attitude-là, elle doit être, on bâtit quelque chose, mais il faut que ce soit mutuellement profitable pour les deux parties. Donc,
À partir de ce moment-là, si vous vous placez dans cette position-là, vous savez qu'il y a des limites que vous ne pourrez pas dépasser ou des comportements qui sont pas tolérables parce que, encore une fois, la personne qui est en face de vous, elle a le choix entre 4, 5 personnes et elle, son job, c'est de déterminer quelle serait la meilleure personne pour remporter un appel d'offres, une mission pour placer chez le client. Donc, ça ne veut pas dire non seulement être bon, mais c'est essayer aussi d'être le meilleur possible et du coup de faire en sorte que la personne qui est en face de vous se dise « Ok, c'est mon meilleur atout pour remporter ce contrat ». Donc, si vous vous mettez dans cette logique-là, je pense que d'instinct, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des comportements qui sont pas tolérables. Vous pouvez pas faire la diva. Vous devez exprimer ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez envie, mais vous devez être clair dans ce que vous demandez. Et voilà, vous ne devez pas papillonner d'agence en agence, parce que là, effectivement, ça va vite se voir. C'est pas non plus un très gros, c'est pas un milieu très large, le milieu des indépendants, donc ça se sait vite. Donc effectivement, je mets que ça demande une approche. Je suis d'accord avec toi, Chloé, ça demande quand même une approche mature. Mais encore une fois, c'est du bon sens. Hein, on va pas se mentir. Hein. Je vais continuer un peu plus que Thomas a dit. Je pense que derrière, tu vois, quand tu es indépendant, là, quand tu es un ESN, on va prendre l'exemple de l'ESN que j'en parlais tout à l'heure, quand tu es un ESN et que tu es consultant, en fait, tu représentes l'image de la boîte. Si demain, en fait, aussi, ça se passe pas bien parce que voilà, t'es pas décidé à t'investir, tu veux pas exprimer ce que tu veux, il y a des problématiques. Derrière, c'est plus l'image de la marque qui va en prendre. Là où quand tu es indépendant, imaginons que même qu'il y ait un apporteur d'affaires entre deux, c'est principalement toi qui va refléter ton image à toi. Du coup, en fait, si demain, ça se passe mal, s'il y a une problématique, et comme le disait Thomas, le monde est assez petit en fait, ça peut se savoir assez rapidement et même personnellement, ça va dégrader ton image. Donc je pense que tu as tout intérêt à vraiment aller être proactif et pouvoir aider ton client au mieux. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, le client lui, il espère un retour sur investissement le plus important. Donc en fait, toi en tant qu'indépendant, ton but c'est l'aider à maximiser ça. Et si tout va bien de son côté, ça va aller bien pour toi. Donc ça va dans les deux sens en fait. Complètement. Et je pense que pour cette thématique-là, il y a un momentum en fait qui est, je trouve, l'entretien client. En fait, on se connaît pas. Donc d'un côté comme de l'autre, et c'est intéressant les mots que vous reprenez, c'est l'honnêteté, la relation de confiance, etc. C'est vraiment de pouvoir lors de cette rencontre être le plus clair possible sur les attentes de chacun pour que vous puissiez vraiment vous rencontrer. Mais effectivement, en tant que free, ça demande vraiment une préparation parce qu'à nouveau, nous on le voit chez Comet, on fait passer plein d'entretiens et on essaye de préparer au maximum ça avec les personnes qu'on représente pour dire le monde est petit et donc du coup c'est un entretien avec un grand compte, enfin bon, parfois sur certains périmètres il n'y en a pas 1000 et c'est dire on a une occasion de faire bonne impression et donc du coup c'est vraiment de vraiment préparer en fait ce moment-là et quelque part quand on peut d'être hyper rassurant sur voici comment je travaille, voici mes conditions, voici et pour que le client du coup puisse se projeter parce qu'en gros on a somme toute voilà 1 heure pour convaincre et que le client vous convainc aussi d'aller sur son projet, ça c'est une évidence. Mais je trouve que ça c'est vraiment un moment en fait qui est hyper important et qui est parfois un peu sous-évalué en se disant que bon parfois on a plein de missions et c'est vrai que vous êtes beaucoup sollicité, mais finalement quand on passe en entretien on n'a pas beaucoup de temps pour convaincre et pour vraiment avoir aussi toutes les réponses à ces questions. Et parmi ça, d'ailleurs, moi, je suis intéressée d'avoir votre point de vue, mais moi, je trouve que c'est ok de dire je sais pas. Je trouve que c'est assez dans la relation de confiance, il y a un peu une notion de se dire je suis en entretien, il faut absolument montrer que je suis le meilleur, etc. Mais pour moi, c'est pas tellement une question de ça, c'est de dire voilà qui je suis. Et certaines questions, je sais pas. Et je trouve ça très rassurant en fait, finalement, y compris pour le client. Je pense que c'est encore mieux même de le faire avant le rendez-vous client. Moi, il y a des choses, je vais expliquer, je vais dire, si vous me dites il faut participer à ça ou s'il faut faire ça, je vais vous dire, moi, tout ce que je sais faire, c'est vous offrir un café parce que je n'y connais rien. Et je pense que ça, là encore, on est dans une relation de partenariat. Vous voulez pas, en tant qu'indépendant, être proposé à un client par un commercial et vous rendre compte à la fin d'entretien que il y a la moitié des trucs que vous savez pas faire, vous répondez pas du tout à l'appel d'offres. Parce que ça vous met vous, en tant qu'indépendant, en mauvaise posture, parce que le client dit mais ok, qu'est-ce qu'il fait là? Ça met en place le commercial qui vous a fait confiance aussi dans une mauvaise posture, et ça c'est le meilleur moyen de dégrader une relation. Donc moi je serais même d'avis,
s'il y a des trucs qu'on ne sait pas ou s'il y a des no-go, les exprimer directement avant d'aller à l'entretien pour éviter le carnage en entretien, quoi. C'est un peu c'est ce qu'on veut éviter, je pense, ouais. Ouais, complètement. Ça, c'est clair. Et pour revenir du coup un petit peu en arrière, du coup tu me dis Louis, hein, parce que du coup je sors un petit peu des questions, mais quand vous êtes, nous on est en train de préparer pour tout vous dire un guide justement pour accompagner cette thématique, pour se lancer en tant que freelance et quelles sont toutes les questions qu'on peut se poser. Et en fait, en faisant ce guide, je me rends compte qu'il y a tellement de choses à penser. Quand on décide de devenir freelance, il y a tellement de questions qu'on peut se poser. Du coup, vous avez commencé par quoi? On dit, ok, j'ai envie de me lancer en tant que freelance. C'était le choix du statut, ça a été de choisir votre comptable, ça a été, je sais pas. Vous avez commencé par quoi? Pour le coup, à titre personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai eu de la chance, c'est par du bouche à oreille. Donc, en fait, moi, je suis passé par une auto-entreprise classique. Et finalement, la partie administrative, c'est moi qui la gérée. Pour le coup, l'auto-entreprise, c'est assez simple. Il n'y a pas énormément d'administratif à faire. Et il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur Internet pour te permettre de savoir ce que tu fais. Moi, je sais qu'à l'époque, j'utilisais aussi une banque qui s'appelle Shine. C'est une banque en ligne. Et pour le coup, eux, ils t'aidaient, ils allaient même plus loin. Ils te calculaient aussi automatiquement en fonction de tes rentrées d'argent. Ils te calculaient les charges que tu allais payer, tes cotisations et comment tu allais déclarer. Ça te permettait finalement de te projeter. Et je pense que potentiellement, l'auto-entreprise, c'est un bon point de départ. Après, tout va dépendre. Comment tu te projettes, comment tu te projettes sur le chiffre d'affaires aussi, tes projections à titre personnel. Je pense que derrière, il y a aussi des choses qui peuvent t'aider en tant que freelance, qui peuvent être par exemple le statut en portage salarial. Ça permet de déléguer énormément d'administratifs. Ça te permet toi derrière d'avoir une certaine, t'as pas tant de sûreté que ça finalement sur le contrat parce que tout dépend aussi de la mission. Mais derrière en fait, t'as aussi la possibilité d'avoir un CDI qui va te permettre en fait derrière d'espérer pouvoir faire un crédit si c'est ça ce que tu veux faire, si tu veux t'acheter une résidence principale ou même du locatif. Donc il y a pas mal de choses à faire, mais je pense que le statut d'auto-entreprise ou de portage salarial sont vraiment intéressants pour débuter. Ouais, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire, Camille. Aujourd'hui, devenir auto-entrepreneur, ça prend quelques minutes sur le site de l'INPI. Et aujourd'hui, on parle de se lancer. Enfin, c'est ça. C'est hop, la première chose, on se lance. Et après, bien sûr, quand on a des missions, des choses comme ça, on peut commencer à réfléchir, à faire comme Thomas, à monter une structure un peu plus complexe, commencer à réfléchir. Bien sûr, après, quand on a des revenus un peu plus complexes, commencer à avoir un comptable. Mais je pense que ouais, la première étape, c'est ça, c'est se lancer, devenir auto-entrepreneur, pardon. C'est parfait, ça prend quelques minutes. Comme dit Camille, il y a énormément de ressources. Et puis, enfin, c'est aussi, ça permet de voir si ça nous plaît, parce que, ben, c'est sûr, on l'a dit juste avant, c'est un statut un peu particulier, ça convient pas forcément à tout le monde. Mais je pense que c'est ça. Si on veut se lancer, on peut aller simple. Et puis après, au fur et à mesure, bien sûr, que les rentrées d'argent grossissent, que ça devient un peu plus complexe. Il y a d'autres solutions on peut avoir le temps de réfléchir après. Mais pas trop passer de temps là-dessus et au final ne jamais commencer, quoi. Enfin, moi, c'est un peu ma vision de la chose. Mais je suis tout à fait d'accord avec Ouais, finalement, dans le sondage, on voit que la plupart des gens sont pas encore en freelance. Donc, par rapport aux défis, peut-être qu'ils hésitent justement par rapport à l'administratif. Donc, finalement, on voit que c'est le plus simple, c'est de se lancer avec tous les guides qu'il y a sur Internet, tous les outils. Et après, dans d'autres avantages, souvent, une question qui revient souvent par rapport aux études qui ont été faites, c'est au niveau de la rémunération. Et donc, ça nous permet aussi de passer à la question suivante, au niveau des outils, les astuces pour optimiser le temps et justement les revenus. Donc là, par exemple, on a parlé, un outil, ça peut être le portage salarial pour lisser parfois les salaires ou ça peut être aussi, vous, dans votre métier, des outils, des programmes aussi pour gagner du temps. Du coup, pour les gens qui se seraient déjà lancés ou qui hésitent à se lancer, quels seraient pour vous justement ces astuces et ces conseils à utiliser? Je vais prendre la parole si vous voulez. Comme je disais, je pense que déjà le statut de portage salarial, c'est vraiment pas mal pour les personnes qui veulent débuter. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont peur d'être un peu bloquées, notamment par le biais du statut. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire voilà, si demain tu veux faire par exemple un prêt, il faut 3 années de chiffre d'affaires qui se suivent.
Ça, je pense que d'une certaine manière, c'est un peu faussé dans le sens où comment on gère notre argent, mais ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que la partie portage salarial est vraiment intéressante. Je connais pas mal de personnes qui sont passées par là. Moi aussi, titre personnel, en ce moment, j'ai un peu dévié. Initialement, j'étais sur l'entreprise, mais là, je suis passé sur le statut de portage salarial parce que j'ai aussi des projets. Mais c'est pratique finalement. En fait, aujourd'hui, tu vois, comme toujours, je vais prendre l'exemple des ESN parce que ça va parler à pas mal de personnes. Aujourd'hui, quand tu es un ESN, ce que tu fais, c'est que tu fais un CRA, donc un compte rendu d'activité mensuel. Tu vas dire les jours où tu as été présent chez ton client et ça s'arrête là, c'est entre guillemets ton administratif. Demain, si tu te mets freelance et tu te mets en portage salarial, bah, tu peux faire la même chose finalement. C'est quasiment identique. T'as pas beaucoup plus d'administratif. Donc c'est quand même cool. Ça permet d'aller plutôt finalement étape par étape, de se décharger un peu parce que voilà, passer à freelance, c'est derrière ça met aussi un peu une insécurité de se dire bah voilà, demain ma mission peut s'arrêter à n'importe quel moment parce que voilà, c'est aussi un peu un inconvénient du métier. On gagne bien, on va pas se mentir, mais il y a des risques derrière et le fait d'avoir un statut et le fait de pouvoir finalement penser à autre chose, de pouvoir se décharger un peu mentalement, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant pour le coup. Moi, je dirais que la structure portage salarial, elle est très bien pour commencer. Elle est très bien. Moi, j'ai pas mal de copines qui sont devenues mamans et qui étaient au portage salarial et qui étaient très contentes d'être en portage salarial parce qu'effectivement, elles étaient bien indemnisées et du coup, elles ont pu passer un super congé maternité co et c'était vraiment la bonne. Honnêtement, la configuration était très bonne. Moi, enfin, quand on me demande est-ce que je veux devenir indépendant, qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je donnerais deux prérequis. Il y en a pas beaucoup, mais le premier, c'est est-ce que vous êtes en bonne santé? Parce que je dirais que si malheureusement la maladie vous éloigne de votre emploi office, ça va être compliqué parce que vous êtes indépendant et là votre client, ça va être compliqué pour lui de pouvoir supporter ou faire face à cette maladie parce que lui, il vous engage en tant que free parce qu'il veut que vous délivriez. Donc effectivement, ça peut être un handicap et vous vous apprêtez à rentrer dans une zone peut-être d'instabilité professionnelle. Donc c'est bien si vous avez de la stabilité perso, famille, des gens qui vous aiment, machin, parce que effectivement vous allez vous engager dans un truc où effectivement vous allez peut-être vous mettre un peu en risque personnellement. Donc voilà, moi c'est les deux prérequis et je dirais commencer aussi par la portage salarial et ensuite si vous souhaitez basculer, le portage salarial vous donnera à peu près tous les guides et après si vous souhaitez basculer, je pense que un comptable qui vous aidera dans vos démarches. On va être clair, ça s'est quand même bien amélioré depuis les 10 dernières années. C'est quand même de plus en plus facile. Tout est numérique, même les impôts, la majorité URSSAF, les caisses de retraite, ENCO, tout ça a été très très numérisé. On a de moins en moins de papier. Et du coup, effectivement, c'est de plus en plus simple, je trouve, par rapport à ce qui était avant où c'était une vraie galère, quoi. Mais oui, effectivement, le portage me semble une bonne façon de débuter. Ouais. De toute façon, à ce niveau-là, ça c'est vrai que en fait, ce qu'il faut voir quand on se lance en tant que freelance, c'est que quel que soit le statut, alors avant de créer une boîte, etc., mais en fait, le portage et du coup l'auto-entreprise, ça reste deux solutions. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le passage de l'un à l'autre, c'est très facile en fait. On n'est pas obligé, on n'est pas fixé à un instant, et donc du coup, on peut très vite. Et je vous rejoins là-dessus. En fait, ce que vous dites aussi quelque part en ligne de fond, si j'ai bien compris, c'est de dire au moment de me lancer en tant que freelance, plutôt que de me laisser submerger par des tas de questions, c'est je pose le cerveau, je commence juste par monter mon statut, alors que ce soit auto-entreprise, portage salarial, et puis après on voit comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, c'est flexible. Et aujourd'hui, comme tu le dis Thomas, il y a de plus en plus d'entreprises qui accompagnent et qui sont freelance friendly justement et qui proposent des offres spécifiques aux freelance justement parce que il y a un boom du freelancing et c'est une réalité pour justement vous accompagner. Après, faut juste voir, je pense que d'un point de vue perso, enfin quels sont aussi vos persos. C'est-à-dire que tout le monde va pas avoir les mêmes craintes et donc il y en a qui vont investir chez un comptable tandis qu'il y en a d'autres qui vont investir tout de suite dans une mutuelle ou des choses comme ça et c'est ok. Ça dépend justement où est la crainte de chacun, mais en tout cas globalement, ce qu'on peut dire, nous, en tant que comète, c'est que quelles que soient vos craintes, il y a forcément un acteur en face aujourd'hui. Et ça, c'est quand même plutôt rassurant, je trouve. Tu veux bien te dire qu'il y a des acteurs, il y a de multiples acteurs. Et votre job, votre attitude vis-à-vis de ça, vis-à-vis des sociétés de portage, vis-à-vis des banques, ça doit être d'être un peu comme un patron. Et du coup, vous choisissez la meilleure offre. Il n'y a pas, voilà, c'est des gens qui vous proposent des services
Et donc, c'est aussi à vous de regarder les taux, les marges, mais donc d'étudier un peu le marché. C'est pas parce que on vous a recommandé tel ou tel que c'est forcément adapté à votre cas. Donc, ça suppose quand même un peu de faire de la recherche et de discuter un peu. Et voyez tout ça comme étant une offre de service qui vous est proposée. Comme tu disais, le freelance est en plein boom et il y a des sociétés qui l'ont bien compris, des banques online qui ont très bien compris le truc et qui vous séduisent, font la danse du ventre pour vous proposer des tas de choses. Encore une fois, vous n'avez peut-être pas besoin de tout, donc regardez un peu tous ces packages. C'est voilà, c'est une démarche que vous devez avoir adoptée et une attitude que vous devez conserver. Vous êtes indépendant et du coup, vous gérez votre barque, quoi. Puis rien n'est jamais figé. On peut toujours, comme tu le dis, si on n'est pas satisfait avec un service, changer, etc. Et c'est l'idée aussi par rapport au statut. C'est on se lance, on essaye, ça marche pas, on change, on peut. C'est ça aussi. Il faut pas se dire on est lancé, on est coincé dans une direction. C'est ça aussi. On est flexible. On peut facilement changer de banque, changer de comptable, changer de statut, etc. C'est complètement ce qui est fabuleux dans ce statut. En fait, c'est cette liberté-là, mais qui est complètement effrayante parce que du coup, tout est possible. Je pense qu'il y a des choix qu'on peut cocher, etc. C'est là où il faut pas se perdre non plus. C'est-à-dire, enfin voilà, aller dans le bon sens. Et enfin, dans le bon sens, il n'y a pas un sens unique, mais c'est vrai que c'est ok si on peut pas répondre à toutes les questions. Je pense que devenir freelance, c'est un marathon, je pense, et on apprend en faisant, en se crachant aussi un petit peu, en ayant des déconvenus, des belles histoires. Mais voilà, on sait pas tout de suite, et je pense que c'est complètement normal. Et du coup, je me permets de rembrayer sur une question qui est, je pense, la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Celle que vous avez montrée, c'est la premier défi, comment trouver une mission. Comment vous avez fait, vous, pour trouver votre première mission? Donc, Camille, toi, c'était le bouche à oreille, c'est ce que j'ai compris. Pour Thomas et pour Pierre, comment vous êtes débrouillés? Quelle était votre approche, justement? Vas-y, Pierre. Ok, merci. Ouais, moi, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment un gros réseau professionnel en France parce que je viens de rentrer. Et pour moi, ça a été beaucoup entre guillemets, de cold emailing, de démarchage, un peu d'envoyer un peu, voilà qui je suis, voilà mes compétences. J'ai visé quelques petites entreprises dans le coin, dans la région. Et puis voilà, je me suis présenté. J'ai un peu, j'ai été un peu frappé à la porte. Aujourd'hui, il y a sur LinkedIn ou par email, on peut facilement faire ça. Et puis, tout de suite, j'ai fait voilà ce que je peux vous offrir, quelles problématiques vous avez. Et puis, on commence des conversations comme ça. Bien sûr, ça ne marche pas toujours, mais c'est comme ça que je me suis lancé, moi. Et petit à petit aussi, on crée son réseau et puis le bouche à oreille prend la suite. Et pour ma part, moi j'étais salarié, on est venu me chercher. C'était un certain nombre d'années. Le freelancing n'était pas aussi couru ou aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Donc j'ai quitté mon job. J'ai eu 3 jours pour faire la bascule et en 3 jours j'étais indépendant. Donc j'ai eu 3 jours. Donc j'ai signé en gros un accord avec un portage salarial. Pour tout vous dire, je suis allé au Main Square Festival et lundi j'étais indépendant. Donc ça a été en mode très très short. Et comment j'ai fait? Eh ben, du coup, en fait, j'ai discuté avec les anciens. Donc, j'ai invité les anciens freelance que je connaissais au resto et je leur ai posé tout un tas de questions et ils m'ont tout expliqué. Et du coup, c'est comme ça que, j'ai bâti un réseau parce que, voilà, les gens, enfin, quand vous leur posez des questions, en général, ils sont prêts à partager. Et voilà. Et du coup, ça m'a permis d'avoir les ficelles, les astuces, les charges, les frais, les trucs, tout ça. En fait, poser des questions à ceux qui connaissent. Donc du coup, maintenant, je suis l'ancien. Donc si vous voulez me payer un resto, ça c'est avec plaisir pour en discuter. C'est bien, on sait comment ça marche avec toi, Thomas. C'est ça. C'est à l'ancienne, quoi. Voilà. À l'ancienne, ouais. Trop bien. Et ça, je me permets. Vas-y, Camille. Je pense que on a beaucoup parlé, mais tu disais par exemple Chloé qu'il y a beaucoup de aujourd'hui le freelancing, c'est un peu un boom et il y a beaucoup d'apporteurs d'affaires sur le marché et je pense que du coup ça c'est aussi une bonne piste pour démarrer. Le but des apporteurs d'affaires c'est de trouver des consultants pour des clients et il y a énormément de propositions, ils ont énormément de contacts. Donc, ça peut aider. Et une deuxième chose, je pense qu'il faut aussi pouvoir faire, on n'y pense pas tout le temps,
surtout dans le monde de la tech de manière générale, je pense, c'est que on fait très peu marcher son réseau et je pense que c'est bête à dire, mais on a bossé il y a X temps avec une personne qui a peut-être évolué depuis, ou alors des fois le fait de recontacter, prendre des nouvelles et demander à tout hasard, bah voilà, s'il cherche pas une personne pour un poste en particulier, et ben ça peut ouvrir des opportunités. On va te dire ah ouais, mais je connais quelqu'un de notre équipe qui cherche quelqu'un et ça peut aller en fait super vite. Et le fait de démarcher un peu comme ça, Pierre en parlait en fait, il disait que il a prospecté un peu, mais je pense que le fait de faire marcher son réseau aussi, ça peut on comment dire, on fait pas attention à ce réseau et je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel et ça peut aller assez facilement en fait, on s'en rend pas compte. Je te rejoins à 1000%. Nous, on a fait une étude récemment, enfin l'année dernière là-dessus, justement. Et en fait, à 80% des profils, enfin, des répondants ont déclaré qu'ils trouvaient leur mission grâce à leur réseau. Et effectivement, de facto, en fait, vous travaillez dans les mêmes secteurs, je dirais, des expertises étendues, mais globalement, vous vous référez les uns avec les autres. Dans le secteur de l'IT, le freelancing, c'est pas si neuf que ça non plus. Donc, c'est le temps aussi de maturer. Et donc, vous connaissez forcément dans votre réseau soit des freelances, soit des personnes qui sont dans des équipes qui cherchent des freelances, par définition. Donc, du coup, c'est hyper important. Et j'étendrai juste quelque chose là-dessus, c'est les partenaires, nous, je parlais de Comet, mais que ce soit Comet ou d'autres intermédiaires d'ailleurs, font partie de ce réseau. C'est-à-dire que, mais par contre, moi, mon point, c'est de dire, comme le freelancing a eu un boom, il y a beaucoup d'intermédiaires qui se créent, qui n'ont pas forcément la même valeur et les mêmes propositions de valeur. Et du coup, moi, mon point, c'est de dire, quitte à entretenir un réseau, autant avoir un réseau qui soit peut-être un peu moins étendu, mais assez quali. C'est-à-dire que vous savez, si vous passez par tel en fait intermédiaire, vous êtes globalement sûr de la qualité des informations qui vont vous être données, de la relation client qui est là ou pas. Mais du coup, je pense que ça, c'est assez important de challenger ces gens-là. Vous m'arrêtez si je me trompe, ça va faire la transition pour la prochaine question, mais nous, on a une agence à Lille et le retour de Louisa, qui est l'agent à Lille et du coup des account managers aussi, c'est de dire quand Decathlon, globalement, poste une mission, on appelle les freelances qui nous disent « Ah ben en fait, non, j'ai déjà eu l'émission, j'ai déjà été positionné par un tel ». Sauf que quand on parle d'un tel, les freelances ne savent pas forcément, du coup, comment ils vont être représentés, combien ça va leur coûter, parce qu'ils ont eu peur. Et donc, du coup, ils se sont dit, bah, je me positionne tout de suite. Mais du coup, en tant que freelance, ils n'ont pas posé les questions, se dire, OK, vous me positionnez très bien, mais du coup, si on démarre ensemble, combien ça va me coûter? Quels sont les services qu'il y a derrière? Et ça, je pense que c'est ultra important parce qu'une mission, ça peut durer 6 mois, 1 an, voire même plus. Et du coup, bah, en passant par l'intermédiaire, on paye des frais. C'est pas gratos, hein. Et donc, du coup, vous avez le droit des services en face. Donc, faut pas hésiter aussi à challenger les personnes, en fait, qui vous contactent, même si à l'appel de la mission et que vous avez envie de travailler, c'est une certitude, vous payez ces services-là, quoi. Donc, il faut vraiment les challenger. Je sais pas comment ça se passe pour vous, ou si vous passez systématiquement par les mêmes partenaires, et si vous avez pris cette habitude aussi de challenger tout le monde. Mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui se fait, en fait, la peur, justement, de pas trouver une mission, outrepasse le fait de se dire, bah, je vais payer un service, et du coup, je le challenge. Ouais, je suis d'accord avec toi. La pratique que je mettrais, c'est ne pas aller chercher des apporteurs d'affaires quand vous allez chercher une mission. Encore une fois, vous êtes chef d'entreprise, même si elle est petite et qu'elle vous concerne que vous. Faire de la veille sur votre marché, aller chercher des nouveaux partenaires, ça se fait pas le jour où vous avez besoin d'une mission, ça se fait avant. Et qualifier un partenaire, vous dites bah voilà quelqu'un qui qualifie, ça vous permet aussi de gagner du temps parce qu'il y a des sociétés avec lesquelles vous n'allez pas vouloir travailler, et du coup vous ne répondrez pas à leurs appels d'offres parce que vous dites voilà c'est pas dans mes valeurs, et qualifier un peu ces apporteurs avant, bah vous ça vous permet après le jour J quand vous sortez, vous dites bah voilà, je vais envoyer un message en disant bah ma mission se termine à autant, vous allez pouvoir l'envoyer à des partenaires que vous avez présélectionnés, vous avez shortlisté, vous dites voilà, ça c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler, c'est avec ces gens-là, c'est à ces gens-là que je vais communiquer, que je vais bientôt sortir, et du coup c'est avec ces gens-là que j'ai envie de rebondir derrière. Totalement d'accord, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire toute l'année pour le coup, le fait de continuellement en fait regarder un peu le marché, voir un peu potentiellement les apporteurs d'affaires qui se proposent pour voir un peu vraiment pouvoir entretenir des relations et savoir pouvoir se rappeler et dire ah bah comment vas-tu, déjà pouvoir se tutoyer, c'est bête à dire mais c'est quelque chose qui crée un climat de confiance, mais pouvoir se dire ah oui bah je me rappelle de toi, tu m'avais parlé de ça, je me rappelle que tu avais bossé dans tel projet, tu avais fait ça. Et ben écoute, j'ai un projet qui est raccord. Et tu vois, le fait de connaître déjà la personne en face ou la structure, et ben ça te permet toi de savoir dans quelle direction tu vas et de pas être pris un peu au dépourvu en disant ok ben comme tu le disais tout à l'heure,
je sors de mission, qu'est-ce que je fais? Déjà, ça crée ton premier climat de la sécurité, donc mentalement, bah, c'est pas terrible. Et derrière, bah, tu risques de saisir la première opportunité, quitte à ce que ça te déplaise. Et après, à mon avis, tu risques un peu de rentrer un peu dans le cercle vicieux qui est, qu'on parlait d'honnêteté tout à l'heure. Et ben en fait, tu vas peut-être accepter de faire des concessions ou peut-être de dériver un peu ta vérité pour accepter une mission et que ça va pas te plaire. En fait, c'est un mauvais cercle en fait. Ouais. Et puis ça va dans les deux sens. Après, les personnes pensent à vous. Elles se disent, ah, j'ai telle mission qui vient. Ah, Thomas, il serait parfait pour cette mission. Camille serait parfait. Donc ça va dans les deux sens aussi. Ça va aussi en gardant ce contact, en gardant cette relation, les gens pensent à vous, entre guillemets. Ouais, complètement. Et je pense que dans cette c'est ça en fait, de créer un vrai réseau de partenaires, c'est ça en fait. De pouvoir se dire, ok, j'ai confiance en toi, et ça veut pas dire qu'on est, comment dire, à nouveau qu'on est coincé avec un partenaire. On peut multiplier. Par définition, vous êtes freelance, donc vous choisissez avec qui vous souhaitez passer, et vous allez aux meilleures opportunités aussi. Mais à nouveau, ne pas oublier la qualité de service en fait qu'il y a derrière et cette transparence en fait qu'on peut avoir dans ces relations. Pour se dire, ok, je postule avec vous parce que j'ai confiance dans vos services, dans la manière dont vous allez me représenter. Et sur le fait que vous allez pouvoir me rappeler si jamais il y a une belle opportunité qui peut me correspondre, quoi. Je pense que c'est hyper important. Et comme vous êtes tous les trois du coup à Lille, ça fait partie d'une des questions. Est-ce que vous remarquez de votre côté quelles sont les différences finalement entre sur le fait d'être sur le territoire lillois en tant que freelance par rapport à d'autres régions? Typiquement, nous on parle de l'Île-de-France parce que bon, c'est là où on voit pas mal de différences. Mais vous, est-ce que vous ressentez des différences ou pas du tout d'ailleurs? Pour le coup, bah moi en fait je vois un peu la différence vu que maintenant je bosse pour une startup qui est basée à Grenoble. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, enfin ça c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup dans le Nord, mais pour le coup à Grenoble ils étaient pas du tout conscients quand je leur discute avec eux. C'est que dans le Nord on a énormément de muliers. Donc les familles de muliers en fait c'est les personnes qui dirigent et qui ont quasiment, enfin, pour la plupart créés. En fait, c'est des personnes qui vont diriger des groupes Auchan, Decathlon, ADO. Ils dirigent pas mal de grosses structures qu'on trouve en France et on le sait pas en fait. Et en fait, dans le Nord, on a énormément de milliers, ce qu'on va potentiellement avoir moins ailleurs, parce qu'en fait, vu que les milliers en fait de base sont du Nord, ils ont développé pas mal leurs sièges sociaux finalement dans le Nord, dans la métropole. Du coup, on a énormément ça. Là où je pense que dans d'autres régions, on va avoir potentiellement, ça va être un peu plus mixé. On va peut-être, par exemple, je pense que sur Paris, on va trouver un peu plus de start-up. Et dans le Nord, on a pour le coup un peu moins. C'est vraiment principalement des grosses structures, des milliers. Et là, tu vois, je compare avec Grenoble. Pour le coup, Grenoble, ils ont un secteur tech qui est vachement moins étendu que l'Île-de-France ou alors le Nord. Et du coup, dans le secteur de l'informatique, dans le secteur tech, il y a beaucoup de missions, de propositions en fait en full remote parce qu'ils vont rechercher des profils qu'ils n'ont pas en fait aux alentours de chez eux. Du coup, ça crée des opportunités pour des gens qui pourraient aimer avoir ce type de travail. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, ça induit plusieurs choses. C'est-à-dire que si vous êtes indépendant et que vous travaillez dans le bassin du Nord, vous allez vite vous rendre compte que les clients, enfin, il y a un certain nombre de clients, il y a du potentiel, enfin, mais disons que ça devient un espèce d'effet village. C'est-à-dire que c'est assez marrant si vous faites trois, quatre boîtes, vous allez très très vite. Même quand vous allez être présenté. Votre nouveau client va vous présenter à votre nouvelle équipe, vous allez franchir les couloirs, vous allez reconnaître un tel ou un tel. Moi, ça m'arrive très régulièrement. J'ai même des clients qui disent, mais en fait, t'es déjà venu ici? Non, non, mais c'est parce que je le connais de là ou de ici. Donc, c'est pas grand, l'île. Donc, c'est assez facile de bosser et de se faire des potes dans la partie, enfin, d'avoir des gens avec qui on peut avoir des relations autres que pro. Et du coup, ça c'est aussi un plus parce que quand on est indépendant, après, bah voilà, il faut aussi comprendre que vous êtes un peu en mode solo, vous n'avez pas la structure ou la soirée d'agence. Ça, c'est votre truc. Donc après, vous pouvez organiser des choses et du coup, c'est assez facile de se retrouver et de faire des choses sympas pour justement constituer votre réseau. Je pense à tout ce qui est meet-up et puis voilà. Et du coup, donc le fait d'avoir ce bassin-là, bah, ça vous facilite un peu les connaissances.
Le revers de la médaille, c'est que s'il y a une mission où ça se passe mal, vous allez très très vite savoir que ça s'est mal passé chez ce client et ça va aller assez vite, quoi. Donc je pense que vis-à-vis de Paris où c'est beaucoup plus étendu, vous avez vous avez un plus petit village franco-français. Et l'autre revers de la médaille, c'est que si les muliers tous, tout le monde sort, donc j'ai envie de dire. Donc c'est un peu eux qui font un peu le marqueur économique de la région. Donc, si les entreprises va à bout, le freelancing va très bien. Par contre, s'ils commencent à dire on va réduire la voilure, on va arrêter certains projets, ça se traduit par des sorties assez massives en même temps sur le marché. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que vous, en tant qu'un dev, vous puissiez anticiper. C'est un peu les remous du marché, savoir parce que vous voulez pas vous retrouver dehors en même temps que 250 personnes, parce que c'est arrivé il y a pas très longtemps avec la crise en Ukraine. Donc ça, c'est quelque chose que vous aussi, vous allez vouloir estimer. Est-ce que la situation, elle est vraiment stabilisée? Et du coup, c'est des échanges que vous aurez avec vos clients. Quelle prospective on a? Est-ce qu'on est sur 6 mois d'activité sans problème, les yeux fermés? Est-ce que le marché nous dit que il y a potentiellement réduction de voilure et qu'il faut prévoir? Et après, vous allez vouloir faire votre stratégie. Est-ce que vous sortez avant? Est-ce que vous sortez en même temps que nous? Ça, c'est un peu à vous de gérer, quoi. Ouais, moi, ça m'amène à une autre question, du coup, qui est comment vous anticipez les périodes de creux. Creux subi, typiquement, comme tu viens de le dire, Thomas, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une conjoncture qui fait qu'à un moment donné, un client sort des freelances et c'est comme ça. Parce que malgré tout, c'est la flexibilité du freelancing, c'est ce qui fait que c'est un peu l'ajustement qu'il y a économique, malheureusement, et heureusement, c'est ce qui fait la beauté de ce statut aussi. Ou du coup voulu, c'est-à-dire j'ai juste envie de prendre des vacances entre deux projets. Du coup, comment vous anticipez ces périodes de creux pour avoir le moins de charge mentale possible, si c'est possible? Pour le coup, moi j'ai eu la chance, j'ai pas eu de période de creux non souhaitée. Donc ça va. Mais je pense que comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment toujours intéressant d'être à l'écoute du marché, de voir comment ça se passe, toujours pouvoir essayer d'entretenir des relations et d'en créer de nouvelles. Au-delà du démarchage, il existe pas mal des applications style Meetup pour dans des secteurs particuliers. Ça permet en fait ça permet de rencontrer des gens dans certains domaines et ça permet de créer des relations, ce qui est vachement intéressant. Et je pense surtout que c'est quelque chose d'assez vu que le statut a une certaine insécurité, je pense qu'il est intéressant dès le début en fait de se créer, d'anticiper. Tu dis voilà, certes je gagne plus, mais derrière en fait tu dois pouvoir compenser et laisser une partie de côté pour te créer un peu un matelas de sécurité. Si demain en fait tu arrives dans une période où pour X raison, ta mission se finit, soit parce que toi tu le veux, soit parce que c'est le client qui le souhaite. Et si pour X raison tu n'arrives pas à retrouver ou tu veux pas retrouver direct, je pense que pour pas avoir un rythme de vie qui passe de très haut à très bas du jour au lendemain, je pense qu'il faut que tu aies accumulé derrière un petit matelas de sécurité pour pouvoir en fait ne pas être dépaysé en fait. Carrément. Je suis entièrement d'accord. Je rajouterais encore une fois l'attitude. Vous êtes patron d'entreprise, donc vous devez échanger avec votre manager de ces sujets-là aussi. C'est quand vous êtes salarié, la conjoncture économique, vous haussez les épaules et c'est un fait dans votre quotidien, la machine à café. Sauf que quand vous êtes indépendant, la conjoncture économique, elle dépend directement de est-ce que vous allez bosser ou pas. Donc ça, c'est une conversation que vous devez avoir avec votre client. Quelles sont les perspectives sur la mission? Et vous pouvez aussi négocier en disant voilà, moi, si jamais tu sens que il faut réduire la voilure, est-ce que tu peux me prévenir 2 mois à l'avance? Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait discuter avec votre client pour éviter de sortir. Et le troisième truc, c'est formez-vous. C'est pas le moment où vous serez sorti qu'il faudra enclencher la démarche formation. Si vous voulez continuer à progresser, à pouvoir rebondir, encore une fois, vous êtes patron. Donc, quand vous étiez salarié ou en NESN, moi j'ai connu plein de gens qui me disaient ah ouais cette année j'ai pas eu de formation, mon patron c'est un train. Là c'est vous qui payez la formation, donc c'est vous qui qui avez les cordons de la bourse. Donc formez-vous parce que sinon en fait votre expertise, votre TJM, il montera pas. Donc et la formation ça vous permet aussi de pouvoir rebondir parce que vous avez développé une expertise.
qui sera reconnu, que vous allez pouvoir valoriser, qui va vous faire justement sortir du lot vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas de certification, qui a pas suivi telle ou telle formation, qui sont demandées, prisées par ces entreprises. Donc posez-vous la question de est-ce que ça vaut pas le coup de temps en temps de s'arrêter 2-3 jours pour partir en formation versus faire de la facturation. J'ai connu beaucoup de gens qui disaient, quand ils étaient passés indépendants, ah non, mais la formation, ça me coûte des sous, puis en plus, je peux pas faire de la presta. Ouais, mais vous investissez pas sur l'avenir. Là, vous êtes juste en train de scier doucement, mais sûrement la branche sur laquelle vous êtes assis, parce que derrière, il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que vous, qui ont des diplômes et des formations, et si vous voulez vous maintenir, voire même, pas vous maintenir, mais être au-dessus de gens qui vont, de par leur jeunesse, proposer des TJ qui sont moins intéressants que vous, vous avez intérêt à montrer que vous avez une expertise que eux n'ont pas. Et ça s'achète avec l'expérience, c'est un premier truc, et ça s'achète avec les formations. Donc ça, pour moi, c'est les 3 moyens qui permettent d'éviter de se retrouver sur le carreau, comme on dit, en cas de coup dur. Et ce que tu dis, c'est encore plus vrai dans le secteur de la tech, vu que le monde évolue super vite. Là, tu vois, il y a 1 an et demi, on te parlait d'intelligence artificielle, tu disais, en tant que développeur, tu disais, c'est quelque chose de super simple à faire, c'est des conditions, et puis voilà. T'as ChatGPT qui est sorti, le monde a fait un gros pivot là-dessus. Aujourd'hui, tu vois, les gens qui pensent que cet outil est pas super capable, pour moi, tu vois, c'est un outil qui peut t'accompagner en tant que développeur, qui peut te faire gagner de la productivité et qui peut t'apporter énormément de temps. Et en fait, du coup, tu vois, faut pouvoir en fait être avec l'air du temps dans le secteur de la tech, parce que sinon, comme disait Thomas, tu vas vite te faire dépasser par d'autres personnes. Tu vois, moi, je donne un exemple. Je donne cours en études supérieures, dans des bac+1, bac+5. Et les personnes je prends l'exemple des premières années, donc les personnes qui viennent d'obtenir leur bac, qui sont arrivées, à qui j'ai donné cours récemment, sont pas du tout les mêmes que ceux qui avaient 3 ans. Tu vois, quand on est au bac, moi à l'époque, on me disait, voilà, j'ai fait un petit peu de Python, un petit peu d'HTML, CSS. Et là, récemment, on m'a dit, moi j'ai fait du PHP, j'ai fait de la base de données, j'ai fait du JavaScript, j'ai utilisé des frameworks comme React. Tu dis, waouh, vous avez 18 ans. Ouais. À l'époque, moi, c'était des trucs qu'on disait, si je le faisais en études, tu vois, je le faisais pas pour moi-même. C'était à 20, 21, 22 ans, si c'est pas après, en fait. En fait, tu vois que le monde il évolue énormément. Donc, tu as intérêt, en fait, de te maintenir le plus possible en haut. C'est-à-dire, du coup, prendre des formations, faire beaucoup de veille. Si tu as la possibilité aussi de faire des petits side projects, ça va te challenger et ça va te permettre aussi d'acquérir une palette de compétences assez large. Si tu fais un side project, tu vas le développer, tu vas devoir essayer de le vendre, tu vas devoir essayer d'acquérir des utilisateurs. Et ça, finalement, c'est ce que le client va vouloir, en fait. Aujourd'hui, potentiellement, ils ont plusieurs personnes pour ces métiers-là. Mais si toi, en fait, tu arrives avec des casquettes, je te dis pas que tu dois forcément être un expert dans tous les domaines, mais avec des connaissances un peu élargies, et en fait, ça va valoriser ton profil. Et c'est ce qui fait que si demain, tu as une période d'incertitude, comme le disait Thomas, en fait, ta tête ne sera pas forcément découpée. Si on peut le dire comme ça. Pierre ? D'accord. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que tout à l'heure, quand on a posé la question des outils, c'est tout à fait ça. Les outils à continuer d'apprendre, il y a les formations, mais aujourd'hui, je sais que moi, dans le domaine du product management, il y a énormément de newsletters, de livres, de choses comme ça. Continuer d'apprendre de ce qui se fait ailleurs, de ce qui se fait de bien, ce qui se fait de mal. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, comme l'a dit Thomas, ça permet aussi, comment on peut gagner plus d'argent. C'est ça, en devenant meilleur dans ce qu'on fait. Et ça s'invente pas. Il faut qu'on continue de s'améliorer, d'apprendre. Et puis aussi, comme le dit Camille, on va découvrir peut-être des choses qui nous plaisent, auxquelles on n'aurait pas pensé. Il y a des choses nouvelles. Ça permet de changer de direction aussi. Ça va très vite. Le monde de la tech évolue beaucoup. Il faut savoir aussi vivre avec son temps, entre guillemets, ou sinon on va être laissé derrière. Donc non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Je pense qu'à ce niveau-là, on est 1000 fois alignés. Et puis il y a une notion pour moi aussi quand on est freelance, mais ça rejoint ce que tu disais, ce que vous dites tous d'ailleurs, c'est d'être malin en fait. Il y a une notion en fait de dire comment je me démarque aussi, parce que vous imaginez bien, et peut-être pour ceux qui se posent la question, mais que quand une offre tombe de mission, on n'est pas tout seul. Comment on fait pour valoriser mon profil? Et en fait, pour moi, il y a un vrai travail de marketing de profil à nouveau à avoir. C'est-à-dire, en gros, même quand je target on parlait des milliers tout à l'heure,
Bon, il n'y a pas 1000 acteurs. Et donc, du coup, ils ont des stacks techniques très particulières, ils ont des méthodologies très particulières. Ils ne sont pas sensibles à la même chose. Donc, travailler son CV et sa présentation en amont aussi, c'est hyper important. En amont, en fait, aussi, avant d'aller rencontrer ces comptes-là, pour faire la différence à nouveau. Et si on est sur un secteur, comme vous le disiez, tu vois, par exemple à Lille, où à nouveau, il n'y a pas non plus, il y a quand même pas mal de missions, mais je veux dire, les stacks techniques, elles sont connues, à nouveau, les méthodos aussi, etc., c'est de se former aussi sur la région sur laquelle on est, si on a envie de travailler d'un point de vue local aussi, pour le coller le plus globalement à ce qui va être demandé par les clients, quoi. Et ça, je pense qu'il faut pas sous-estimer en fait ce travail de préparation qui va de pair pour moi avec le fait de travailler son réseau, quoi. Je pense que, enfin, moi, je dis souvent quand on est indépendant, et si on est purement capitaliste et qu'on a une logique comptable, il y a les bénéfices et il y a la colonne charge. Moi, je connais énormément d'indépendants qui passent leur vie à parler de comment ils vont pouvoir réduire leurs charges. Et alors, c'est presque devenu des forums de comment on peut optimiser. Et il y a les deux colonnes à gérer. En fait, travailler sur optimiser ses charges, passer des frais, des voitures, des ordinateurs, tout ça en charge, ça c'est un truc facile. Par contre, augmenter la case bénéfice, ça se nécessite de se fixer des objectifs. Et ça demande une vraie démarche d'entrepreneur. Et si vous respectez cette logique en étant purement capitaliste, vous devez considérer ces deux postes et dire ok, comment je peux diminuer l'un, ok, ça c'est un premier truc, mais comment surtout je peux augmenter l'autre, quoi. Et là, il n'y a pas de secret, hein. Il va falloir vous fixer des objectifs, des ambitions et les réaliser, quoi. Et là, il faudra retrousser vos manches. C'est clair. Et ça, je pense que faut pouvoir essayer de se projeter finalement et pas essayer de penser court terme. Faut essayer de voir long terme pour voir en fait comment développer toute la partie bénéfice et autres finalement et même essayer d'anticiper l'avenir parce que tout à l'heure on parlait d'insécurité en cas de problème de santé, mais il y a aussi une insécurité en tant que freelance pour la partie retraite. Et je pense qu'il faut pouvoir anticiper ce capital et du coup tout dépend comment on développe son avenir, quoi. Mais c'est aussi quelque chose en fait qui est assez important et je pense que tous les freelances n'y pensent pas, n'ont pas cette vision aussi loin aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est dommage en fait, parce que il y a énormément de choses qui sont possibles, il y a énormément de ressources. Donc, je pense que c'est des sujets qu'il faut pouvoir, faut y accorder du temps constamment. Je pense par exemple, je sais que j'utilise une newsletter qui s'appelle Snowball, qui donne pas mal de conseils sur la partie économique. Elle est géniale. Et moi, je sais que personnellement, elle m'a appris pas mal de choses. Et je pense qu'il faut être proactif sur ce sujet-là aussi. Comme on l'a dit au début, c'est du bon sens aussi, hein. Faut être intelligent sur ce qu'on fait. Le statut, il y a des gens qui sont contents d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois et qui est toujours le même. C'est ça aussi qui fait un peu partie du défi, mais aussi de la belle chose. Mais oui, c'est comme on l'a dit au début, un peu de maturité, un peu de bon sens et pas aller dépenser le premier chèque qu'on a sans penser à l'avenir. Après, c'est ok. Je pense qu'il y a un petit côté où ils ont premier salaire. En fait, moi, c'est vraiment quand je parle de professionnalisation du freelancing, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment une espèce de désenchantement parfois des freelances qui deviennent freelance et qui se disent je vais trouver que des missions qui me plaisent. La réalité, c'est que parfois, on doit payer nos factures. Donc, en fait, en vrai, il y a des moments, on accepte des missions parce qu'on n'a pas trop le choix. En fait, il y a ça aussi, ça fait partie. Et la bonne opportunité, c'est de se dire aussi, demain, je peux sortir de cette mission si je trouve quelque chose de mieux. Mais en même temps, tout en préservant ma relation client pour que ça passe bien, le temps qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais c'est un marathon. Et ce marathon-là, si on regarde juste le TGM et ce que je peux gagner... effectivement, ça donne très, très envie, mais la facture, elle est là. C'est que je dois prévoir un budget en cas de trou, je dois prévoir de payer tous mes services pour justement anticiper la retraite, tout ça. Et ça, effectivement, ça fait partie du package pour bien vivre ce statut. Je pense vraiment c'est une notion aussi de charge mentale et d'être bien dans ses baskets. Et je pense que pour ça, il faut vraiment se mettre dans cette posture-là, effectivement, de c'est quoi mon ambition face à ce statut pour le vivre au mieux, quoi. Si l'objectif est juste de faire de l'argent, il y a peut-être des statuts qui sont un peu mieux que de devenir freelance. Freelance, c'est aussi ce choix de pouvoir travailler sur des choses qui nous plaisent. Pour faire de l'argent, peut-être que c'est peut-être pas la bonne solution. Ou même de travailler 4 jours ou 3 jours sur 5. C'est aussi le luxe, c'est peut-être le temps aussi. On dit finalement, j'ai pas envie de travailler autant, ou j'ai envie de travailler 6 mois de l'année, c'est possible. Ou travailler ailleurs, j'ai envie de travailler, je sais pas, en Martinique ou je sais rien.
pourquoi pas, hein, l'idée, c'est fixez-vous ce que vous avez envie, et puis après, tracez votre route à partir de ce que vous avez envie, quoi. Il y a plusieurs configurations possibles. L'idée, c'est d'y réfléchir quand vous vous lancez et vous posez des objectifs, quoi. C'est ça. En fait, on a tourné le sens du mot freelance, en fait, de manière générale. On pense que le freelance, c'est le mec qui vient travailler, qui fait ses 5 jours pour un client et il gagne beaucoup plus d'argent. Mais en fait, freelance, au-delà de ça, c'est un système, en fait, c'est un écosystème qui est vraiment large. En fait, c'est le principe d'être indépendant. Et c'est le fait d'avoir le choix. En fait, ça résume un peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, qui est que on peut avoir son mot, on a ce mot à dire, en fait, sur ce qu'on veut faire, sur quoi on veut bosser. Et en fait, ça passe pas forcément que par des missions où on fait par exemple du 5 jours, comme vous le disiez, on peut potentiellement faire moins, on peut s'absenter quand on a besoin, on peut travailler d'où on veut. On a vraiment un peu cette indépendance. Il y a toujours potentiellement un peu d'écart avec le client, mais ça va même finalement plus loin. Tu peux dériver si finalement ton idée c'est de décorréler tes revenus de ton temps. Tu peux aller dans l'optique de ce qu'on appelle le soloprenariat. En fait, c'est-à-dire l'idée de concevoir des outils, en fait, potentiellement régler des problématiques et d'être payé pour ça. Et en fait, si derrière ton outil tourne, ça va nécessiter potentiellement moins de maintenance, moins d'évolutivité. Si tu es dans une niche ou si tu résous vraiment un gros problème, les gens seront prêts à payer pour ça, en fait. Et c'est ça, en fait, de manière générale, le freelance, c'est le fait d'être indépendant, de choisir ce que tu veux faire. Voilà. Puis surtout, il y a plusieurs types de freelance en fait, en vrai. Et je pense que, en fait, l'idée, c'est plus de se dire, OK, qu'est-ce que je veux vivre comme expérience et d'aligner ma stratégie en fonction d'eux. Il y a des personnes, franchement, qui vont se dire, moi, ça va être que le revenu et qui vont, du coup, aligner les missions et c'est OK, en fait, hein, chacun fait ce qu'il veut. À la fin, c'est vous qui bossez, c'est votre quotidien. Donc, il y a rien à redire. Mais effectivement, il y en a d'autres qui vont faire vraiment, qui vont chercher les missions passion, très techniques, parce que c'est ce qui recherche vraiment à un moment donné, c'est de développer une compétence, c'est de s'inscrire sur la longueur. Voilà. Il y en a d'autres, ça va être effectivement, en fait, l'équilibre pro-perso, quelque part, de se dire, moi, je vais bosser 6 mois de l'année, le reste du temps, j'ai envie de voyager. C'est pas du tout la même stratégie au quotidien, selon où on se place. Et je pense que c'est ça la question, c'est qu'il n'y a pas un truc type, mais c'est plusieurs, OK, quelle expérience je veux vivre? Et du coup, comment je vais aborder la chose, en fait, derrière, pour pouvoir bosser et alimenter, justement, cette vision et cette ambition, quoi. Et c'est ça qui est cool avec le métier, en fait. Flexibilité, c'est le mot d'ordre. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? Je pense qu'on a le temps d'une dernière question dans le chat. Finalement, les transitions étaient assez fluides et on a traité les derniers sujets sans même les annoncer. Donc vraiment bravo. J'étais en train d'écrire un petit message dans le chat pour dire aux gens que justement, s'ils avaient besoin et surtout envie de faire agrandir le réseau, ils pourraient rentrer en contact directement avec nos speakers. Contact, du coup, je mets vos liens de LinkedIn. Je pense pas qu'il y ait des questions. Je vois personne taper dans le chat. Donc encore une fois, le replay sera disponible pour tous les gens qui sont inscrits et il sera aussi disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube. Merci encore une fois Camille, Thomas et Pierre et Chloé pour votre temps. Est-ce que vous avez un petit dernier mot de la fin? Moi, pardon, vas-y. Vas-y, je t'en prie. J'ai envie de dire, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Hein, on l'a dit, c'est assez simple. Après, rien n'est figé. Si ça vous plaît, vous continuez. Si ça vous plaît pas, vous passez à autre chose. Mais enfin, c'est ça. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, essayez. Rien n'est figé. C'est ce que j'ai envie de dire. Totalement d'accord. Et je me dis que aujourd'hui, si vous avez ce projet et si vous êtes incertain, demain, même si ça se passe mal, il y a de fortes chances que vous pourrez retomber en fait sur mon patte. Donc en fait, mieux vaut que vous saisissez une opportunité. Au mieux, vous serez content. Vous verrez peut-être d'autres choses et vous prendrez un chemin différent. Mais au pire des cas, en fait, vous retomberez sur vos pattes. Donc en fait, il n'y a rien de mieux que de pouvoir se lancer et que finalement de le regretter, de pas saisir l'opportunité et de le regretter tôt ou tard. Justement, dans le chat, on a la question de fin. C'est Arkham qui nous dit, est-ce que c'est le moment de se lancer vu la dynamique du marché? C'est jamais le moment, mais du coup, autant le faire maintenant, quoi. Je pense qu'il n'y a pas réellement de mauvais moments. Il y a toujours des moments qui sont peut-être un peu plus compliqués, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais moments. Après, tout dépend du secteur dans lequel tu travailles. Il y a des secteurs qui sont un petit peu plus compliqués
pour trouver une mission. Mais je pense qu'il y a toujours de la demande. Tout dépend en fait du secteur dans lequel tu travailles, d'où tu travailles. Mais il y a toujours de la demande. C'est compliqué à quantifier finalement. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, vraiment, c'est similaire, mais c'est comme décider de faire des enfants, quoi. T'as jamais un alignement de planète complètement parfait pour te dire là, c'est le moment, je vais y aller. Il y a toujours une peur à un moment donné qui va être là en disant qui va te dépasser un petit peu. Donc, je pense qu'il faut poser le cerveau et y aller. De toute façon, il n'y a rien qui est incompressible par essence. Tant qu'on est capable, je pense, d'être assez honnête vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses ambitions et du coup aussi flexible. Je pense aussi, il est là aussi le mot, c'est face aux exigences clients de pouvoir aussi parfois lâcher du lest dans les négociations pour pouvoir gagner autre chose. Enfin, c'est vraiment ça en fait. Il faut être quand même assez agile. Après, dans les faits, tout est possible et je pense que tant qu'on ne tente pas cette expérience-là, on ne peut pas savoir en fait, hein, globalement, si on est fait pour. Donc, le meilleur moyen de savoir, c'est encore d'essayer. C'est ça. Et après, je pense qu'il y a plusieurs aussi moyens de le faire. Tout dépend du tempérament de la personne, en fait. Mais il y a peut-être des personnes qui vont être un petit peu plus réticentes. Et du coup, en fait, ce qui est possible de faire, c'est de chercher en parallèle de son activité principale, en fait. Ça engage à rien. Au pire, enfin, au mieux, ça trouve des opportunités. Au pire, ça reste au même statut, en fait. Mais ça permet finalement peut-être ça va te permettre, en fait, de trouver une potentielle mission en freelance. On va te faire des propositions. Et puis, si c'est OK, après, c'est à toi de t'arranger. Si aujourd'hui tu es en CDI, c'est à toi finalement de t'arranger avec ton entreprise. Tu vois en fonction de ton contrat au préavis. Est-ce que par ailleurs, tu peux peut-être le négocier avec ton manager? Enfin, c'est pas mal de questions que, enfin, ça, j'aurais pas la réponse, mais il y a énormément de possibilités sans forcément, en fait, directement se mettre en manière, être dans la sécurité, en fait. Oui, les statuts sont cumulables dans la plupart des cas, donc ouais. Écoutez, top. Très bien. Questions? Il n'y a plus de questions, donc encore une fois, merci beaucoup à tous pour ce moment d'échange. On espère que ça vous a plu pour tous les participants. Comme je disais, le replay sera aussi disponible sur YouTube. Donc, merci à tous pour votre temps et on se retrouve très vite pour un prochain webinaire. Merci à tous. Vite. Merci Bye à bye. vous. Très belle journée. Ciao, bye. Ciao.